Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La rentrée scolaire 2021-2022 aura-t-elle lieu le 1er novembre prochain? La question reste au centre des débats à travers le pays à une semaine de cette reprise. Les enseignants signataires du 15 octobre insistent toujours sur l'application de l'article 39. Le gouvernement propose une transformation de l'article en primes et indemnités. Au même moment, les enseignants volontaires réclament leur intégration dans la fonction publique. Quel est l'avis des parents d'élèves sur ce sujet? Nous allons en débattre au cours de ce grand dialogue de Studio Tamani. Nos invités sont Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016, Daouda Sako, membre de la Fédération des parents d'élèves, et au téléphone, Boubacar Maïga, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali, nous rejoindra au cours de ce débat. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je le disais dans les titres, la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue le 1er novembre prochain. Aura-t-elle lieu à cette date, Ousmane Almoudou? Vous qui êtes porte-parole des syndicats des enseignants de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Okay, merci M. Touré. Permettez-moi de donner bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bon, la rentrée, vous savez, la date là, c'est une prérogative du gouvernement, c'est une prérogative du département de l'éducation. Ils ont fixé la rentrée le 1er novembre. Je pense que, comme ils l'ont fait pour les examens, ils vont réunir les conditions pour faire la rentrée. En tout cas, nous, pour nous, syndicats de l'éducation, on n'a pas arrêté une décision fixer la question, mais d'ici la fin de la semaine, on va donner notre position claire par rapport à la rentrée. Est-ce qu'on ira ou on n'ira pas? Ça, on n'a pas encore tranché, mais ce qui est clair, c'est que j'espère qu'on va en parler au cours du débat, parce qu'on a terminé l'année scolaire en mouvement de grève pour un objectif qui n'est pas atteint. Ça veut dire que forcément, le mouvement va continuer. Et je rappelle que Studio Tamani a invité la Direction nationale de l'enseignement fondamental à ce débat, mais nos tentatives sont restées vaines. Monsieur Daouda Sako, aujourd'hui, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous pensez que la reprise des cours est toujours possible le 1er novembre prochain, comme annoncé par le gouvernement de la transition? Bien, merci M. Touré pour m'avoir invité à cette table, à ce débat sur la problématique sempiternelle de l'école malienne. Mais avant, vous me permettrez de faire un petit message à l'endroit du gouvernement et du président de la République pour le programme présidentiel de réhabilitation de 2000 salles de classe à travers le Mali et la création de points d'eau, donc de forage, donc d'eau potable à la disposition des élèves et de leurs maîtres et de la communauté éducative. Nous, parents d'élèves, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de satisfaction ce programme présidentiel. Et nous remercions beaucoup le président pour cette initiative. Pour ce qui concerne la rentrée scolaire, le secrétaire, le porte-parole de la Synergie vient de le dire. Je comprends qu'il y a un problème. Et il est évident que les syndicats signataires du 15 octobre et le gouvernement ne sont pas encore arrivés à un point d'accord sur une ouverture apaisée. Et ça, c'est une situation qui inquiète fortement les parents d'élèves et, disons, la nation malienne entière. Parce que quand vous parlez d'école, c'est une institution de l'État. Et on ne se fatiguerait jamais de dire qu'un pays sans école, c'est un pays qui renonce à se développer. C'est un pays qui renonce au progrès. C'est un pays qui ne veut pas avancer. Est-ce que c'est vers ça qu'on est en train d'aller, un Mali sans école? Voilà. Donc, vraiment, c'est une situation... Est-ce que c'est vers ça qu'on est en train de partir, vers un Mali sans école? On n'est pas loin de cela, parce que pratiquement, personne ne souhaite avoir une école dans cette situation. Hein? Pendant combien de temps, si les menaces ne portent pas sur les examens, les menaces portent sur l'ouverture des salles de classe,
des grèves à n'en pas finir, l'école aime la stabilité. L'école ne peut pas rimer avec une situation trouble. Ce n'est pas facile d'être enseignant, je le reconnais, parce que j'ai fait près de 40 ans dans le métier. Je sais les sacrifices qu'il y a. Je sais ce que le métier comporte. Je sais les charges qu'il y a. Et on va y revenir plus en détail. Mais déjà, est-ce que vous pensez que le 1er novembre, il est possible que les cours reprennent? Moi, j'en doute fort. Personnellement, j'en doute fort. On va demander à M. Maïga de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la reprise des cours annoncée par les autorités de la transition le 1er novembre est toujours tenable? Je rejoins mes autres co-débatteurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les enseignants, il y a une crise de confiance entre les enseignants et en fait l'État aujourd'hui. Donc, ce qui va fortement compromettre vraiment la reprise des cours prévus pour le 1er novembre. Nous ne savons pas quel est le plan prévu par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Mais nous sommes très, très inquiets. D'ores et déjà, nous avons même essayé de faire des démarches, de voir un peu comment comprendre les choses. Mais là où nous sommes arrivés à une seule conclusion. Pour que l'État puisse réouvrir les classes quand même, il faut que cette crise de confiance qui entre et les syndicats, vraiment, il faut que ça s'en aille. Les syndicats n'est pas contre le fait d'accepter vraiment leurs propositions, mais il y a une crise de confiance. Ils ne leur font pas confiance, en fait. Je ne sais pas par quel moyen, maintenant, ils vont trouver une solution pour créer cette confiance-là entre eux pour que les enseignants puissent se reprendre. Sans cette confiance rétablie, je ne pense pas que le 1er novembre, ça va être une annonce politique, mais ça ne va pas pouvoir se faire concrètement. On va donc demander à Almoudou, où en sommes-nous aujourd'hui avec les négociations, Ousmane Almoudou, entre les syndicats de l'éducation, signataires du 15 octobre, et le gouvernement de la transition? Non, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de négociations proprement dites depuis que nous avons signé le procès-verbal de non-conciliation. Il n'y a pas eu de négociation proprement dite. Qu'est-ce que vous faites lors de vos différentes rencontres? C'est des rencontres informelles. Avec le ministre, vous avez des rencontres informelles, des représentants du ministère? Non, effectivement, on a eu des rencontres avec le ministère. Le ministère de l'Éducation nous avait invités et de bonne foi. Nous avons souhaité accepter de participer à la réunion qui avait pour objet les préparatifs de la rentrée scolaire. Et je pense qu'aussi, entre-temps, il y a aussi le ministre du Travail et de la fonction publique avec lequel nous avons eu une rencontre le vendredi passé pour discuter. Donc, discuter de quoi? Discuter de la question de la crise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui ressort quand on regarde le ministère, ils avaient souhaité prendre langue avec les syndicats. Et l'objectif, c'est de prévenir le conflit et ensuite voir, d'après eux-mêmes, entre guillemets, comment désamorcer la bombe là qui risque de tomber peut-être. Maintenant, les discussions, quand même, c'est pour aller vers un compromis. Si lors de ces rencontres informelles, si on voit qu'on est sur la même voie et qu'il y a possibilité d'avoir un compromis, ça sera formalisé par une commission de conciliation. Mais si ce n'est pas le cas, et malheureusement c'est le cas, nous ne sommes pas arrivés à se comprendre sur la quintessence de la chose. Le gouvernement n'est pas dans la dynamique de l'application de la loi. Et ça me permettra aussi de dire à notre co-débatteur qui dit que les syndicats ne sont pas contre la proposition du gouvernement. Nous sommes entièrement contre la proposition du gouvernement. Le gouvernement nous propose... Donc ce n'est pas une question de crise de confiance comme non, vous en fait, pas, loin de là. C'est une question de principe. Le gouvernement n'est pas dans le principe. Donc vous n'êtes pas dans des négociations alors? C'est pourquoi j'ai dit, depuis qu'on a signé le procès-verbal de non-conciliation, il n'y a pas eu de négociation proprement dite. Oui, je demande. Ça veut dire que vous, enseignants, vous ne voulez pas d'une négociation. Vous demandez l'application de l'article 39 ou rien? Mais pas du tout. C'est ça les négociations. Nous, on a dit au gouvernement, voici ce que la loi dit. Il faut élaborer une nouvelle grille du personnel enseignant. Une fois la grille élaborée, son incidence financière est évaluée. Maintenant, ça fait tel montant. Le gouvernement aujourd'hui peut dire que bon, je n'ai pas tel montant, je ne peux pas vous donner tout aujourd'hui. Voici ce que je peux vous donner aujourd'hui et ce que je peux vous donner dans un mois. C'est ça. Nous avons dit au gouvernement que le gouvernement revient dans la dynamique de l'application de la loi, qu'on élabore la grille et ensuite on va s'asseoir en malien pour déterminer les modalités de son application. C'est ça la proposition des syndicats de l'éducation. Maintenant, le gouvernement est dans cette position de vouloir nous amener sur la question des primes et des indemnités qui aujourd'hui répondent à un autre
article de notre statut qui n'est pas l'article 39. Alors, M. Maïga, aujourd'hui, M. Ousmane Almoudou estime que ce n'est pas une question de crise de confiance, que c'est une question de principe. Est-ce que vous pensez qu'avec ces principes-là, il est possible d'avoir un compromis entre les autorités de la transition et les syndicats concernés? Bon, la réaction de monsieur, mais ça m'étonne un peu parce que d'après les informations que nous avons à notre disposition, la proposition que l'État fait par rapport aux primes serait même plus élevée que l'article 39. Donc là, ça va nous amener à douter de la bonne foi même des enseignants dans un sens. Ça, c'est entre guillemets. Bon, oui, pourquoi les autorités vont faire une proposition qui va au-delà de ce qui est demandé et ne pas appliquer ce qui est demandé tout court? Vous savez, moi, pour répondre simplement à cette question, moi, je dis que ces autorités qui sont là ont hérité de ce problème-là. Vous savez, le problème de l'éducation malienne, c'est un problème qui est là depuis longtemps. On n'a pas réglé le problème, on n'a fait que déplacer le problème, en fait. On a essayé de colmater des brèches et de passer. Et aujourd'hui, ce gouvernement se trouve aujourd'hui dans une situation de crise et les choses lui tombent dessus. Donc moi, je pense que le gouvernement essaye de proposer des solutions concrètes qui peuvent lui permettre de gérer les choses. Et maintenant, le monsieur parle d'unification, il veut un Guinée. Moi, je pense que les ANR sont un endroit très désigné pour aller discuter de tout ça. Parce que si on regarde les démarches du gouvernement, le gouvernement souhaiterait aller discuter de tous ces trucs-là au niveau des assises nationales pour la refondation. Moi, je pense que c'est l'occasion nécessaire, c'est de lui donner le temps. Les enseignants peuvent donner ce temps quand même. C'est pour ça que moi, je dis que c'est une crise de confiance, en fait. Parce que quand nous regardons la communication du gouvernement aujourd'hui, quand nous regardons les informations que nous parvenons à avoir, nous sentons au gouvernement... Vos informations, quelles sont vos sources? Parce que Ousmane Almoudou est le porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, qui est l'autre partie concernée. Nous avons des sources, nous partons, nous faisons des démarches. Nous, d'abord, déjà, nous sommes assis en attendant le 1er novembre d'abord, parce que nous ne sommes pas assis, nous regardons vraiment le 1er novembre là de très près et nous nous préparons de faire des actions en cas si la rentrée n'est pas là. Mais c'est pour vous dire que nous partons au ministère, nous avons des informations là-bas, mais nous échangeons avec les syndicats aussi, nous échangeons aussi avec les enseignants aussi. Même tout de suite, vous étiez en train de m'appeler, moi j'échangeais avec un enseignant avant de monter sur votre plateau. Donc c'est pour vous dire que souvent nous ne comprenons pas la démarche des enseignants. Nous leur demandons d'accorder le bénéfice du doute au gouvernement et en attendant de ne pas bloquer quand même la rentrée, en attendant de voir qu'est-ce qu'on va leur proposer. Daouda Sako, quelles sont les informations que la Fédération des parents d'élèves a aujourd'hui par rapport à l'évolution de cette situation, les négociations entre les deux parties? Bien, merci. Pour nous, parents d'élèves, nous avons eu quand même quelques rencontres avec le syndicat des enseignants, avec les ministres en charge de l'éducation. À la date d'aujourd'hui, j'estime que le problème n'a pas trouvé de solution convenable. Pour moi, c'est le statu quo. Parce qu'à une semaine de la rentrée des classes, alors on est dans cette situation de doute. Cela veut dire que vraiment, il n'y a pas de solution tout de suite qui est en vue. Et c'est pourquoi nous, parents d'élèves... Et c'est dû à quoi? Qui en est responsable? Bon, moi, je trouve que c'est le processus de négociation qui n'est pas convenable. Parce que quand on va en négociation, comme nous verrons, parce que nous sommes des personnes âgées, nous avons été syndicalistes aussi, nous avons été souvent responsables à un certain niveau de l'administration scolaire. Quand on va en négociation, je pense qu'il faut éviter la loi du tout ou rien. Et c'est le Mali qui doit être mis au-dessus de tout. C'est l'école, c'est l'enfant qui doit être mis au-dessus de tout. C'est l'avenir de nos enfants qu'il faut voir. Et vraiment, céder ce qui peut être cédé pour aller à l'essentiel, au fondamental. Pour nous, parents d'élèves, c'est ça. Est-ce que les deux parties prennent en compte cela? J'en doute. J'en doute parce que je suppose que les deux parties, quand même, ils ont une pensée quand même, ou alors une formation, ou alors des attitudes qui les amènent à bien comprendre leurs responsabilités face à cette situation. Parce qu'on n'est pas syndicaliste pour rien, on n'est pas dans le gouvernement pour rien. Chacun doit assumer une responsabilité face à la société, face
aux enfants face à l'école. Et donc, dans cette situation, nous pensons que ça a trop traîné pour qu'on arrive à une situation où on peut dire vraiment aujourd'hui, Dieu merci. Mais encore, on n'arrive pas là. Entre nous, Maliens, pour une institution si fondamentale comme l'école. Vous doutez de l'engagement, de la volonté des deux partis, gouvernement de la transition et enseignants en grève, par rapport à mettre le Mali au-dessus de ces différents problèmes. Mais quelle est la responsabilité des parents d'élèves dans cette situation? Bien, la responsabilité des parents d'élèves, c'est... Nous ne pouvons que rapprocher les deux parties, comme nous avons toujours fait. La porte de la fédération n'a jamais été fermée. On les a rencontrés. Et on leur a parlé de nos inquiétudes. Qui sont de ce que nous aurions voulu. Que les enseignants soient mis dans les conditions idoines pour exercer parfaitement leur fonction, leur métier. Et que l'apprenant soit dans les meilleures conditions d'apprentissage. Ça, c'est ce que nous demandons, et au gouvernement, et aux syndicats. Mais le pays doit faire vraiment tous les efforts supportables pour donner satisfaction au corps enseignant, pour que nos enfants puissent aller à l'école. Ça, c'est notre souhait. Parce que cette situation de non-école est une mauvaise situation, autant pour l'État, pour la nation, pour les enseignants que pour les élèves. C'est votre souhait. Alors, je reviendrai tout à l'heure. Imaginons un enseignant qui n'est pas en classe pendant 2 mois, 3 mois. Mais pour moi, il désapprend. J'ai été enseignant. Plus on est en contact avec la classe, plus on est en contact avec l'élève, on s'améliore, on acquiert des compétences, on acquiert des réflexes d'enseignant qui améliorent davantage la qualité de l'enseignement. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Je pose la question à Ousmane Almoudou. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans vos négociations aujourd'hui? Est-ce que ce sont vos intérêts en tant qu'enseignant, ou est-ce que c'est le Mali, l'école, les élèves que vous mettez au-dessus de tout, comme le demande Daouda Sako, membre de la Fédération des parents d'élèves? Moi, je pense que j'emprunte une phrase du professeur par rapport au fait de mettre les enseignants dans les conditions pour leur permettre vraiment de se consacrer entièrement. Par rapport à la question je reviens à la question. Okay. Pour se consacrer entièrement et totalement aux enfants. Nous mettons l'école en avant. Vous savez, si on parle de syndicat de l'éducation, si on parle d'enseignants, c'est parce qu'il y a école. C'est très clair. Et nous souhaitons aujourd'hui que les enseignants soient dans les conditions telles qu'à un moment donné, on peut les exiger la qualité et le résultat. C'est ce que nous sommes en train de demander. Ce que nous sommes en train de demander, ce n'est pas de la mer à boire et ce n'est pas au-dessus vraiment des moyens de l'État, nullement. C'est pour vous permettre vraiment... Monsieur Maïga disait que les primes qui vous sont proposées effectivement, sont supérieures. Parce que moi, au contraire, c'est moi qui suis étonné quand les gens partent à ramasser des informations dans la rue et pensaient pouvoir dire qu'ils sont étonnés. La dernière rencontre qu'on a eue avec le gouvernement, qui est une rencontre informelle, où il y avait 3 ministres, les propositions des primes qui sont faites, c'est une majoration d'une indemnité de résidence qui existe déjà, d'une majoration de 15 000, de 10 000 et de 5 000. On peut nous dire que ça vaut mieux que l'article 39, que les gens arrêtent d'aller raconter des trucs dans la rue. Quand vous parlez d'attendre les assises nationales pour la refondation, ces assises, les syndicats de l'éducation du début à aujourd'hui, personne ne nous a jamais contacté pour nous dire qu'il y a des assises. Voici, on va parler de l'éducation, quel est votre avis? Nous, on voit ça à la télé comme tout le monde. Vous pensez que nous, on va croiser de bras, arrêter nos actions parce qu'il y a les assises où on n'est même pas concerté, on n'a pas été consulté, on ne sait pas de quoi on va parler. En tout cas, c'est la question de l'école, de quoi on va parler lors de ces assises. Mais il disait que les autorités de la transition ont hérité de ce problème-là. Est-ce que pour vous, il serait possible aujourd'hui d'attendre la fin de la transition pour pouvoir résoudre vos problèmes et accepter un compromis par rapport à ce qui vous est proposé? Ces autorités-là ont hérité d'autres problèmes qui n'est pas la question de l'éducation. C'est une question de loi qui est sur la table. Je pense que dans une république, les hommes passent, la république reste. Les lois sont là, une fois adoptées, promulguées par des présidents, ceux qui viennent sont appelés pour les appliquer. Je pense que c'est des questions sur lesquelles on ne doit pas embrouiller les gens. Aujourd'hui, ce que les syndicats demandent, c'est, s'ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de nous proposer comme des primes et des indemnités, qu'on nous donne ça comme on le demande. À vous entendre, c'est article 39 ou rien. Qu'est-ce qui empêche l'application de l'article 39 selon vous? Qu'est-ce que le gouvernement de la transition c'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique et une question d'engagement vis-à-vis de cette institution qui est l'école.
je pense que peut-être tout le monde n'a pas les mêmes soucis que les enseignants, tout le monde n'a pas les mêmes soucis que les parents d'élèves en ce qui concerne la question de l'école. Parce que c'est regrettable quand même, parce qu'au-delà de la revendication, comme les gens, des mouvements de grève, l'école de plus en plus, l'école publique en particulier, est abandonnée. Donc c'est pourquoi ce n'est pas tellement de soucis aux gens. Donc aujourd'hui pour nous, je pense que si on même prêtait les propos du Premier ministre, dit que quand ils sont venus, ils ont fait un choix entre une question de demande qui a été déposée sur la table par une centrale syndicale. Le gouvernement a fait un choix entre les finances, les ressources financières et l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que des gens ont estimé que les enseignants ont une grille qui est meilleure à la grille du statut général et qui ne sont pas d'accord, sont partis en mouvement de grève et c'est eux qui sont en train d'empêcher, de bloquer l'application de l'article 39. Sinon, il n'y a aucun problème dans l'applicabilité de l'enseignement, si ce n'est pas ça. Monsieur Maïga, vous disiez que si les cours ne reprennent pas le 1er novembre, vous, l'AIM, vous prévoyez une mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il concrètement? Bon, pour le moment, je préfère ne pas trop rentrer dans les détails de ça, mais que les uns et les autres soient sûrs quand même que nous n'allons pas rester en marche de tout ça. Nous allons faire ce qu'il y a de nécessaire à faire pour mettre la pression des deux côtés, parce que là, nous-mêmes, nous avons essayé de surseoir au maximum à nos grèves pour permettre aux étudiants et aux élèves plutôt de suivre leurs cours normalement. Est-ce que ça veut dire que quand ce problème sera résolu, vous également, vous allez commencer avec vos grèves? Non, nous n'allons pas commencer avec nos grèves, mais nous sommes en train de chercher d'autres méthodes encore pour mettre la pression à l'État et d'arrêter vraiment avec ces grèves interminables qui ne fait qu'à nous affecter nous. Quand ces grèves-là sont faites, c'est nous, les enfants de pauvres, qui souffrons de ça. C'est eux, les enseignants, nous sommes de leurs enfants, c'est nous qui sommes à l'école, c'est nous qui souffrons de ça. Quel est l'impact que ça a réellement sur vous? Ils peuvent payer des cours privés pour leurs enfants, ils peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles d'outre-mer qui sont là dans nos pays, ils peuvent faire tout genre de choses pour leurs enfants en fait. Mais nous qui sommes des enfants de pauvres, nous sommes en train de souffrir. Et nous avons mis aujourd'hui, nous sommes mis dans une dynamique d'abandonner, c'est-à-dire que les grèves là, il y a d'autres moyens pour un syndicat de faire la pression sur un État qui est de refuser d'aller travailler. Même nous avons compris ça. Donc nous demandons vraiment à nos chers papas, tontons et grands frères d'essayer de trouver d'autres stratégies et d'arrêter de priver les élèves de leurs droits. Le droit le plus fondamental est d'aller à l'école. On peut ensemble créer une synergie pour mettre d'autres pressions sur l'État pour qu'il accepte de faire ça, mais ne pas rentrer en classe. Franchement, nous trouvons qu'on peut trouver une autre solution à ce problème-là et non celui-là. Ça, c'est ce que vous demandez aux enseignants. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de la transition? Je demande aux autorités de la transition aussi de vraiment faire preuve de beaucoup de compassion envers les enseignants. Parce que si nous prenons la qualité de l'enseignement depuis le temps d'ATT jusqu'à maintenant, ça ne fait que dégrader. Donc moi, je trouve qu'il faut trouver vraiment une solution vraiment définitive à ces problèmes-là. Parce que ce n'est pas seulement au niveau du secondaire. Même le supérieur, ils ont déclenché aujourd'hui leur grève. Donc c'est des trucs qui sont là. Il faut définitivement répondre à ces questions-là. Sinon, notre éducation, ça va aller dans l'eau. Et les résultats sont en train de se faire voir. Aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable et on ne peut pas continuer comme ça. Personne ne va venir reconstruire ici le pays à notre place. Et ceux qui sont en train de refuser de s'adonner au problème de l'éducation, s'ils envoient leurs enfants au Canada, en France, aux États-Unis pour aller suivre des bonnes formations et revenir, nous, la grande majorité qui n'avons pas eu une éducation digne de ces normes, mais c'est sûr qu'on va s'entretuer ici. Vous parlez de qui quand vous dites ceux qui sont en train de refuser de s'adonner aux problèmes à résoudre? Ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité en fait de prendre une décision politique, de prendre une décision historique pour apaiser ces choses-là. Leurs enfants n'étudient pas directement dans les écoles où ces gens-là souffrent. C'est pour cela que nous avons l'habitude souvent quand nous faisons nos grèves, nous faisons sortir des écoles privées et consorts. Ce n'est pas à tue-tête que nous faisons ça. Parce que tant que les privés continuent à aller en classe et que nous sommes là, que nos problèmes ne sont pas réglés, mais ce n'est pas intéressant. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous faisons les grèves, nous faisons sortir les privés aussi. Comme ça se fait sentir. Ceux qui décident savent que tant qu'on ne règle pas les problèmes de ces gens-là, nos enfants aussi sont à la maison. Donc il
faut que cette disparité-là, ça s'arrête. Et c'est pour ça que moi, je dis aux enseignants qu'il y a une autre manière de mettre la pression qui n'est pas vraiment d'abandonner les classes et d'abandonner les élèves à eux-mêmes comme ça. Je donne la parole à M. Sako. Je reviendrai si vous pouvez donner plus d'éclaircissement par rapport à la proposition, à la solution que vous proposez pour les enseignants afin que l'école puisse reprendre le 1er novembre prochain. M. Sako, aujourd'hui, est-ce que vous avez des informations sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n'applique pas l'article 39? Parce que ça semble être la seule condition posée par les enseignants, sans quoi il ne va pas y avoir de rentrée le 1er novembre selon eux. Bien. Moi, je crois que le gouvernement est sur un autre chapitre qui prenne en compte l'ensemble de ce qui émerge sur le budget de l'État. La grille unifiée. La grille unifiée. Et je souhaiterais que tous y trouvent leur compte. C'est très facile à résoudre. Parce que vous savez que ce problème de grille unifiée a été posé avant même que la transition arrive. Nous avons posé ce problème, la société civile, avant la transition, à la primature. On m'a dit, il faut dissoudre tout ce qu'on appelle statut particulier, statut autonome, etc., et faire un statut général pour tout le monde. Quand il y a un franc qu'on ajoute, ce franc-là est ajouté à tout le monde. Et on a dit que c'était plus facile à gérer, mais mettre les gens dans les conditions où ils peuvent vraiment, à travers cette proposition, vivre quand même décemment. Parce que, avec les statuts particuliers, les statuts autonomes, etc., finalement, le statut général reste quoi? Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur des autorités d'avoir adopté l'article 39? Moi, je crois. Le gouvernement précédent, pour moi, ça a été une erreur. Il ne faut pas adopter une loi quand vous êtes incapable de l'appliquer. Depuis 2018, si je me rappelle bien... Mais est-ce que le gouvernement savait qu'il était, entre guillemets, incapable d'appliquer la loi? Moi, je crois. Non, mais pendant près de 2 ans, ou bien plus, il a été incapable de l'appliquer. Et je me rappelle, le président de la République à l'époque a instruit au Premier ministre de l'appliquer. Est-ce qu'il a pu l'appliquer? Il n'a pas pu l'appliquer. Pourquoi? Mais c'est au Premier ministre de répondre. Il est vivant. Il n'a pas appliqué. Alors, est-ce qu'on nous a pris dans le jeu politique pour avoir des élections apaisées ou bien une société plus calme en prenant cette loi, en faisant sourire les gens, mais derrière, rester incapable de l'appliquer? 2 ans quand même pour un gouvernement légitime, une assemblée légitime, se porter incapable d'appliquer une loi que vous avez promulguée, moi je trouve que vraiment c'est incompréhensible. Je rappelle que nous avons invité la Direction nationale de l'enseignement fondamental, mais nos tentatives pour les compter parmi nos invités sont restées vaines. Monsieur Almoudou, pourquoi vous refusez la grille unifiée aujourd'hui en lieu et place de l'article 39? Non, M. Touré, vous permettez quand même, moi, ça fait un bon moment, les gens font de tels discours. Et l'article 39 n'a pas été appliqué pendant 2 ans, etc. Vous savez, l'article 39 est un élément d'un ensemble qui s'appelle le statut du personnel enseignant, qui est le résultat d'un combat qui a commencé le 15 octobre 2016 pour arriver à une signature avec le gouvernement le 2 mai 2017 et que ça soit promulgué le 16 janvier 2018 avec un montant alloué de 5 620 millions pour élaborer la grille du personnel enseignant. Il n'y a pas de problème dans l'application de la loi. En fait, il faut que, je pense que tout ce discours-là qui consiste à dire, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Sauf que des gens ont estimé que les enseignants n'ont pas droit à ça. Le seul problème qui s'oppose en 2019 Non, mais c'est les organisations syndicales qui ont posé cette revendication sur la table là. Ah, donc les autorités de la transition veulent l'appliquer, mais c'est d'autres syndicats qui ne veulent pas l'appliquer. C'est très clair. C'est très clair. Je voudrais avec mon raisonnement. En 2019, lorsqu'il y a eu l'augmentation sur le statut général, nous avons rencontré le président de la République en son temps, le 5 octobre, il a bien voulu célébrer avec les enseignants du Mali. Il a instruit au Premier ministre d'appliquer l'article 39. Nous avons les correspondances qui nous ont été envoyées par l'INTEM.
Ça, c'est avec l'ancien régime. C'est ça que j'ai dit, avec Boubou Cissé comme Premier ministre. Nous avons les correspondances qui nous ont été envoyées par l'INTEM. Parce que le gouvernement ne voyait aucun inconvénient, mais sauf que l'INTEM, dans sa revendication, dit que si vous appliquez ça, nous, on va faire ça. Et aujourd'hui, c'est le même problème que le gouvernement de la transition a. Ce n'est pas un problème d'argent. Donc, ce n'est pas être contre, mais c'est poser des conditions pour dire qu'ils ont également des revendications. Que les gens sortent de l'imagination que c'est parce que ça coûte tant de montants, tant d'argent, c'est pourquoi l'État ne peut pas les faire. Il ne s'agit pas de ça. C'est pourquoi moi, je dis que c'est une question de principe. Et je pense aujourd'hui, dans tout le pays sérieux, on trouve les moyens de faire ce décalage. Et en tout cas, tous les pays qui veulent se développer, le professeur le disait tout de suite, l'école c'est le développement. En tout cas, tous les pays qui veulent vraiment être des pays émergents, sortir de cette situation-là, sont en train de mettre leurs enseignants, sont en train de mettre leur communauté éducative dans les conditions leur permettant effectivement de se distinguer des autres fonctions. Si au Mali, le gouvernement, en son temps, certes ça a été fait à la suite d'une revendication syndicale, a estimé qu'il fallait donner ça aux enseignants pour y répondre à une revendication des syndicats de l'éducation également, où nous demandons l'harmonisation des salaires des enseignants du Mali avec ceux de l'IEMOA, auxquels l'État disait qu'il ne pouvait pas faire face. Je pense que tout citoyen de bonne foi devait soutenir le gouvernement dans cette dynamique-là. Mais si ça passe, aujourd'hui, nous sommes convaincus là-dessus, ce n'est pas un problème d'argent. Le gouvernement sait que ce n'est pas un problème d'argent. C'est parce que si on vous donne ça, les autres syndicats, d'autres travailleurs vont dire qu'ils ne sont pas d'accord que les enseignants aient ça. C'est la seule difficulté aujourd'hui. Et pour nous, c'est très clair que les syndicats, les enseignants du Mali ne vont pas se laisser trimballer au déshydratat de quelqu'un d'autre. Monsieur Sako, avez-vous ces informations-là? Oui, mais moi... Donc c'est le cas, vous confirmez? Non, mais ça, ça on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Mais moi, je me mets dans la position d'un gouvernement qui, même si une revendication est légale, mais de l'autre côté, je ne peux pas le satisfaire parce qu'il y a d'autres présidents qui vont s'y engager et je ne peux pas satisfaire à toutes ces demandes. Le gouvernement est libre vraiment d'adopter une position vraiment où vraiment l'État ne va pas, le pays ne va pas vraiment en déconfiture. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Si l'État sait que bon, on peut satisfaire les enseignants, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Parce que je me rappelle... Donc vous pensez qu'à ce niveau, ce sont les enseignants qui doivent être compréhensibles. Quand on discutait la première fois le problème de l'article 39 à la primature, le médiateur de la République, il est venu dire « J'ai sur ma table tout de suite la même revendication du syndicat de la police ». C'était en quelle année? Bon, c'était au temps de oui, je crois. Je ne me rappelle plus de l'année. Et à l'enseignement supérieur, c'est l'article 66. Donc, ces articles-là vont poser des problèmes. Et c'est pourquoi la société civile, à l'époque, a fait une proposition. Bon, c'est une proposition qui n'a pas abouti, mais à notre... On va donner la parole à M. Maïga et ensuite on va écouter la proposition que la société civile a faite. M. Maïga, aujourd'hui, avec ces informations que vient de donner Almoudou, quelle proposition avez-vous à faire aux enseignants signataires du 15 octobre 2016 pour que cette situation tendue puisse être réglée, résolue? Bon, ce qu'on peut dire, c'est aux enseignants maintenant de voir de leur côté. Je pense qu'ils ont aussi des conseillers, comme M. Almoudou est en train de faire des affirmations. Moi, je dirais que c'est quand même... je suis certain qu'il pèse ses mots. S'il le dit, ça veut dire qu'il a des preuves concrètes concernant ça. Mais ça veut dire que moi, je trouve que c'est à eux aussi. S'ils voient que l'État ne parvient pas à s'aventurer sur l'article 39, or, eux-mêmes, ils savent que nous sommes dans un moment où l'État est vraiment fragile. Quand l'État va se trouver, comme le disait tout de suite mon père Sako, si l'État se trouve dans une situation où il est entre le marteau et l'enclume, il va faire comment? Si vous voulez que l'État applique un article et que vous êtes conscient qu'il y a d'autres qui sont en train de bloquer ça, mais quand nous regardons le poumon économique de l'État et l'éducation aujourd'hui, dans un État qui se trouve en guerre aujourd'hui et des partenaires qui semblent, on est un peu... je peux dire, en vrille un peu avec nos partenaires. Un État qui se trouve dans une telle situation, je pense que les enseignants doivent revoir un peu leur position et ne pas se dire que
la grève là seulement qui est le point d'attaque pour eux, quoi. Moi, je trouve qu'ils doivent s'asseoir, réfléchir, faire une autre proposition, une contre-proposition qui peut leur permettre vraiment, qui peut donner une porte de sortie à l'État aussi. Il ne faut pas rester sur la position A39 où il vient. Ça ne peut pas aller, on ne peut pas aller comme ça. A39 ou rien, ça ne peut pas marcher. Alors, Asuman Almoudou, qu'est-ce que vous prévoyez dans les prochains jours si vos revendications ne sont pas satisfaites d'ici le 1er novembre prochain, date de la reprise des cours? Non, je voudrais dire quand même que vous avez posé la question aussi par rapport à la grille unifiée. Si nous comprenons tous français, une grille unifiée, ça veut dire que c'est une grille unique qui s'applique à tout le monde. Vous avez vu, tout le monde a vu le décret qui est sorti. Il y a eu grille. Moi, je laisse les gens d'aller faire les analyses de ces grilles-là. Parce que pour nous, cette grille unifiée n'a pas d'autre visée que les enseignants du Mali. Et ça, quand vous regardez les grilles, les différentes grilles qui sont annexées, c'est palpable, c'est clair et c'est très net. Vous dire que la grille unifiée ne concerne que les enseignants? Comment ça? Expliquez-nous un peu. Les enseignants, les ramener dans le statut général, dans la grille du statut général. Et avec tous les autres corps? Non, les autres corps ne sont pas dans la grille du statut général. C'est pourquoi je vous dis, prenez les grilles et lisez-les. Il y a 8 grilles annexées au niveau de ce décret-là. Prenez les grilles, lisez et analysez-les, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, si on parle de la situation du pays, personne n'est plus patriote et conscient de la situation du pays comme avant-hier. Et donc, qu'est-ce que vous prévoyez en tant que patriote? Un de nos collègues a été enlevé à Mopti avant-hier et assassiné à Mopti. Je pense que la situation du pays, personne ne pourra nous dire ça mieux que nous. Donc, la grille unifiée qui est là, c'est le ministère qui le dit, à son évaluation, son incidence financière, c'est plus de 100 milliards. Et pourtant, les pays en crise, ils ont fait ça. C'est que l'application de l'article 39 évaluée... Oui, mais la grille unifiée concerne beaucoup de corps. C'est vrai, j'ai dit. Donc maintenant, c'est que les enseignants demandent... L'article 39 concerne les enseignants. Mais quand vous prenez les effectifs des effectifs des fonctionnaires, les 60% sont des enseignants. Nous constituons la majorité des fonctionnaires, des fonctions publiques, que ce soit de l'État et de collectivités. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles sont les menaces qui pèsent sur... Non, en fait, nous, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est ce que je disais en début d'émission. Et nous avons terminé l'année scolaire en mouvement de grève pour un objectif qui n'est pas atteint. Est-ce qu'on va démarrer ça veut dire que la nouvelle année avec ça aussi? Forcément, il y aura des mouvements de grève. Maintenant, est-ce qu'il y aura la rentrée des enseignants, des syndicats de l'éducation le 1er novembre? Et dit que courant la semaine, on va donner notre position par rapport à la question. Mais que l'on rentre ou qu'on ne rentre pas, forcément, courant l'année scolaire... Donc il y a toujours la possibilité que vous rentrez. D'aller à des mouvements de grève pour que le gouvernement applique la loi de la République. Monsieur Sako, vous aviez une proposition. Bien, moi, avant, je voudrais vraiment faire une adresse à l'endroit de l'AEM. Parce que je suis dans la commission de réflexion sur la lutte contre la violence et l'insécurité dans le milieu scolaire et universitaire. Nous avons élaboré des textes qui sont en application et acceptés par l'AEM. L'AEM a renoncé à beaucoup de choses pour la stabilité de l'espace scolaire universitaire. La gestion des parkings qui leur procure beaucoup d'argent. La gestion du campus qui leur apporte beaucoup d'argent. Les ressources sur les cartes qui leur apportent beaucoup de millions. Mais quand on leur a dit que l'AEM n'est pas là, les étudiants ne sont pas là pour gérer des sous, on leur a montré notre volonté à les accompagner, ils ont renoncé à tout ceci. Moi, je remercie l'AEM. Est-ce que c'est la même chose que vous demandez aux enseignants scientifiques? Mais aux enseignants, je demande plus, parce qu'ils sont majeurs. Les enseignants, ils sont responsables. Mais pensez-vous qu'ils vont l'accepter? C'est parce que non, moi, parce que le poids moral d'être enseignant, pour moi, c'est un poids extrêmement lourd. Comme je le dis, je l'ai supporté plus de 40 ans. Et monsieur me l'a dit une fois, que nous, ce que nous avons fait comme sacrifice, je me rappelle très bien des termes. Et aujourd'hui, les enseignants ne sont pas prêts à le faire. Alors j'ai dit, donc il faut quitter le métier, parce que être enseignant, c'est le sacrifice. L'enseignant ne peut être comparé à aucun autre travailleur. Tu travailles à l'école, tu travailles à la maison, même dans ton lit, tu travailles. Tu es en train de corriger. Donc votre proposition consiste à leur demander à accepter le sacrifice. Je veux dire que, vraiment, avec mon frère Almoudou, qu'il arrive à convaincre nos collègues enseignants, parce que je suis encore enseignant, je les accompagne et je serai toujours avec vous.
Les enseignants ne peuvent pas être considérés comme les ennemis de la nation ou bien du gouvernement. Ce n'est pas possible, c'est impensable. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur tête. Est-ce que vous bloquez les notes en ce moment? Non, j'en viens pour les notes. Je vous donne la parole tout à l'heure, Ousmane Almoudou. Est-ce qu'en ce moment, les enseignants sont en train de bloquer les notes qui devraient permettre également la reprise des cours? Non, c'est des mesures que nous avons prises. Ces mesures sont en cours. Donc la réponse est oui. La rétention de notes, la rétention des propositions de passage, toutes ces mesures-là sont en cours. Elles sont maintenues jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que avez-vous le droit de retenir ces différentes notes? Mais est-ce que le gouvernement aussi a le droit de refuser d'appliquer la loi? C'est la même loi. C'est le même texte. On va demander à l'AIM ce qu'elle pense, l'association, de ce sujet-là. Les notes des élèves qui sont retenues par les enseignants par rapport à cette revendication. Maïga. C'est-à-dire que nous sommes vraiment choqués, c'est abasourdissant d'entendre M. Almoudou. C'est-à-dire que comment vous pouvez retenir quelque chose qui ne vous appartient pas? Et ils sont en train de risquer de faire redoubler des étudiants et des élèves plutôt, avec ce problème de retenue des notes. Donc vous voyez, les gens profitent en fait de la fragilité de l'État. C'est ce que moi je disais au départ en fait. Ils sont en train de profiter de la fragilité de l'État pour poser des actions pareilles comme ça. Seulement j'ai dit qu'il y a d'autres manières de revendiquer qui n'ont rien à voir avec ça. M. Sako vient tout juste de le dire. Tout le monde sait nous avons renoncé à combien de choses pour la stabilité aujourd'hui. Et nous avons mis un croix d'abord sur les grèves. On ne veut même pas entendre parler de ça dans l'AM. On ne veut même pas voir ça d'abord, parce que nous avons vu que pendant des années, depuis le temps d'ATT jusqu'à maintenant, notre école, que ce soit au niveau du secondaire ou au supérieur, on n'a jamais eu de stabilité. Une année scolaire qui commence normalement et qui se termine normalement. Et aujourd'hui, les pots cassés sont là. Nous sommes à des années chevauchées. Dans certaines facultés, nous sommes à trois promotions 2019, 2020, 2021 qui se trouvent toujours en première année. Alors, il nous reste moins de 2 minutes, 30 secondes pour chaque invité. On commence par vous, M. Maïga, déjà. Comment sauver l'année scolaire 2021-2022 aujourd'hui? Mais je pense que mon papa, il a déjà fini avec le truc, quoi. Il faut que les gens fassent preuve de sacrifice. Et moi, j'ai parlé de crise de confiance, ça revient. Les enseignants n'ont pas confiance en nos dirigeants. Et aux dirigeants aussi de mener des actions qui permettent vraiment aux syndicats de leur faire confiance. Est-ce que vous pensez que cette crise de confiance est justifiée? C'est justifié parce qu'à beaucoup de moments, ils ont eu des accords. Même actuellement, l'enseignement supérieur qui est parti en grève, là, la chose qu'ils sont en train de réclamer, c'était dans leur PV de réconciliation depuis la dernière fois. Almoudou, maintenant, vous disiez que c'est cette semaine que vous allez réagir pour dire votre position par rapport à la reprise des cours, si vous alliez y participer le 1er novembre ou pas. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à la participation des enseignants signataires du 15 octobre 2016, même si l'article 39 plutôt n'est pas appliqué? Non, je voudrais dire quand même que nous, enseignants, nous sommes choqués quand les gens nous demandent de faire des sacrifices, quoi. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez accepter de rentrer c'est vraiment en inacceptable. classe sans l'application de l'article 39? C'est ce qui est aberrant. Avec d'autres compromis. C'est ce qui est aberrant quand les gens nous demandent de faire des sacrifices alors que nous sommes en train de consentir. Le professeur en a parlé. Aujourd'hui, il y a les enseignants... Est-ce que vous accepterez autre chose que l'article 39 aujourd'hui? Il vous reste 15 secondes. Nous faisons les corrections, mais on n'a pas de prime pour les corrections. Nous faisons le suivi, nous faisons les préparations. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vous ai dit, notre position sera connue d'ici la fin de la semaine. Si on doit rentrer, si on ne doit pas rentrer, ça c'est très clair. Mais vous permettez quand même de dire que ce n'est pas parce que l'AIM a renoncé à je ne sais pas quoi que vous allez renoncer à quelque chose. Non, à M. Sako maintenant, je vous dis comment sauver l'année scolaire? Je vous dis quelque chose parce que le secrétaire général, il est malade, il n'est pas venu. Prompt rétablissement, lui. Nous avons fait une déclaration aujourd'hui à l'ORTM. Rapidement, il nous reste... Rapidement, Et les parents d'élèves rappellent au syndicat de la synergie. 1. Qu'aucune disposition syndicale ne leur donne le droit de retenir les notes des élèves. 2. Que l'article 71 de la loi numéro 79-046 du 29 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation dispose que les résultats des évaluations doivent être portés à la connaissance. Désolé, le temps fait défaut. Nous allons revenir sur le contenu de ce document dans nos prochaines éditions, notamment les journaux de Studio Tamani qui sont diffusés en 5 langues, écoutés par jour par plus de 3 millions de Maliens au Mali. Merci à nos 3 invités, M. Boubacar Maïga de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Daouda Sako, membre de la Fédération des parents d'élèves, Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats
de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC et nos tentatives pour compter un responsable du ministère de l'Éducation sur ce plateau sont restées vaines. À la régie, vidéo et audio, Noumdire et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bonne soirée à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.